Calimera les amis, dans cet épisode on vous emmène pour un road trip dans le centre de la Grèce et notre aventure commence sur les pentes du mont Parnasse. Et oui, soit dit en passant, c'est d'ici que vient le nom de la gare parisienne. Alors les amis, bienvenue à Delphes, autrement connu comme l'Omphalos, signifiant le nombril du monde. Car selon la légende, Zeus aurait lâché 2 aigles aux extrémités de l'univers et ils se seraient rejoints ici. Et en même temps, si j'étais un aigle, je me serais bien posé ici tant le site est grandiose. Mais le personnage principal du lieu, c'est la Pythie. La Pythie, c'est la voix du dieu Apollon sur Terre. Elle est aussi appelée oracle car c'est une sorte de voyante qui, au milieu de ce temple dédié à Apollon, prodiguait ses prophéties. Et on venait de tout le bassin méditerranéen pour la consulter. Donc pas étonnant que juste au-dessus du temple d'Apollon, on ait construit cet amphithéâtre pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs. Un peu plus haut encore, on trouvera un stade encore en assez bon état, surtout quand on sait que ce lieu a plus de 2500 ans. Et c'est ici qu'avaient lieu les Jeux Pythiques, les ancêtres des Jeux Olympiques, que les Grecs organisaient évidemment en l'honneur d'Apollon. Nous finirons notre tour de Delphes par son musée archéologique, qui nous donnera une idée plus précise de la beauté du site à son apogée. On pourra y admirer quelques vestiges intéressants, comme ce sphinx des Naxiens, qui trônait sur une colonne de plus de 10 mètres de haut. Et sa présence n'est pas tout à fait désintéressée, puisque cette statue fut offerte par l'île de Naxos pour s'offrir la promancie, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de Naxos de passer en priorité devant l'oracle. On pourra aussi admirer l'Aurige, ce conducteur de chars en bronze qui a échappé pendant plus de 2000 ans aux pillards grâce à un tremblement de terre qui l'a enseveli. Franchement, la visite de Delphes nous aura marqué. Ce lieu dégage une telle puissance qu'on ne peut pas en sortir indifférent. Mais l'aventure continue et une étape majestueuse nous attend. Les amis, bienvenue au Météore. En grec, Météore signifie suspendu dans les airs. Et c'est bien ce sentiment qui nous habite lorsque l'on découvre ces monastères perchés à plus de 300 mètres du sol sur ces colonnes de grès géantes, lentement dessinées par 30 millions d'années d'érosion. Incroyable. C'est au XIVe siècle, pour fuir les invasions ottomanes, que des moines ermites ont eu la folle idée, mais surtout le génie, de construire des monastères tout en haut de ces pics. On commencera par visiter l'Agios Nikolaos, dédié à Saint Nicolas. C'est le monastère le plus petit des météores. Normal car la place manque sur ce piton. Alors tout est construit en verticalité. Le monastère est un dédale de petites pièces empilées, ouvrant parfois sur un balcon en bois, offrant une vue évidemment spectaculaire. On finit par accéder à une terrasse sur laquelle trône une cloche et qui donne encore une meilleure idée de la beauté du lieu. Le prochain objectif, c'est celui-là, le monastère de Varlam, bien plus grand que le précédent. On y accède en grimpant quelques centaines de marches et en franchissant ce petit pont. L'ascension vers le temple nous offrira des vues de dingue sur les autres météores. Et à l'intérieur, les espaces sont beaucoup plus grands que ceux de Saint-Nicolas. La décoration y est bien plus riche. D'ailleurs, Varlam abrite un musée qui expose différentes reliques, objets ou encore costumes ayant été portés par les moines des météores. Nous finirons par là où tout a commencé, le grand météore ou monastère de la Transfiguration. C'est le plus ancien des 6 monastères du site. Perché à plus de 613 mètres d'altitude, le monastère est accessible par une série d'escaliers disponibles au bout de cet étroit tunnel.
Et la première salle qui nous accueille nous rappelle que les météores, malgré leur inaccessibilité naturelle, ont bien été occupés par les Italiens, puis les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce monastère est bien plus grand que les deux précédents et c'est presque un petit village qui s'offre à nous. Sa chapelle est fermée, mais on peut visiter l'ancienne cuisine des moines, avec ses murs noircis par la suie et ses outils d'un autre temps. Les météores nous laisseront un souvenir impérissable dans ce tour du monde. Mais nous quittons une merveille pour une autre, car nous enchaînerons par une randonnée à la découverte des gorges de Vikos. Nous partirons d'un petit village en pierre, très mignon, avec son auberge, son école primaire et ses ruelles qui fleurent bon les villages perdus de montagne, pour arriver assez rapidement à l'entrée de ces fameuses gorges. Peu de gens le savent, mais c'est le canyon le plus profond du monde par rapport à sa largeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Guinness des records. Et c'est vrai qu'avec près de 1000 mètres de parois verticales par endroit, c'est très impressionnant. Et le plus beau point de vue se trouve sur la terrasse d'une minuscule église, où nous ferons une petite pause avant de faire demi-tour et mettre le cap vers la côte ionienne pour embarquer sur ce ferry à destination de Corfou. Le lendemain, après que les garçons se soient défoulés sur cette structure gonflable, nous découvrirons les plages sauvages de l'île. Mais l'endroit semble bien plus propice au kitesurf qu'à la baignade. Qu'à cela ne tienne, nous quittons le littoral pour visiter l'Achilléon. Un palais construit à la fin du XIXe siècle en l'honneur d'Achille par l'impératrice Élisabeth d'Autriche-Hongrie, plus connue sous le nom de Sissi. L'intérieur se visite et outre l'escalier principal inspiré de l'Opéra Garnier à Paris, nous n'en retiendrons que peu de choses. Mais dans les 1001 vies qu'a eu ce palais, il sera transformé en 1962 en casino et servira de lieu de tournage pour un James Bond dans Rien que pour vos yeux. Le palais dispose évidemment d'un très beau jardin suspendu, au bout duquel une triomphante statue d'Achille domine une belle vue sur la mer Ionienne. Nous finirons notre journée tranquillement à Pelekas Beach, situé sur la côte ouest de l'île. Et le lendemain, nous visiterons la ville de Corfou. L'ambiance et l'architecture y sont très différentes des Cyclades. En longeant les arcades du Liston, et en nous plongeant dans sa rue piétonne, on se croirait réellement en Italie. Il faut dire que la ville a été vénitienne sans interruption pendant plus de 400 ans. Car la ville est protégée par 2 citadelles construites par les Vénitiens. Celle du Vieux-Fort, qui protège l'est de la cité, repoussera avec succès les 3 principaux sièges ottomans entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et fera de Corfou l'une des rares parties de la Grèce n'ayant jamais été sous domination ottomane. Nous visiterons aussi le Fort Neuf, qui est une forteresse destinée à défendre le nord-ouest de la ville, et qui est visiblement toujours un site militaire. Voilà, il est temps de quitter Corfou en ferry pour parcourir la route et ses très nombreux tunnels en direction d'Athènes,
car nous décollons pour notre dernière destination de ce tour du monde. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la Croatie. Alors n'oubliez pas un petit pouce si l'épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour d'autres aventures.